bonsoir à tous, bienvenue donc à cette nouvelle saison de la Web TV de la Carnière, la 4e déjà. Cette année donc nous avons décidé de changer de thème puisque pendant 2 ans nous avons fait être acteur dans sa ville. Cette année nous avons un nouveau thème générique à l'émission, Ensemble c'est mieux. Alors tout un programme. Et pour inaugurer donc cette nouvelle saison, nous avons des invités, bien comme à chaque émission. Alors le thème d'aujourd'hui c'est les communs, les biens communs. De quoi parle-t-on? Les initiatives à Lyon. Enfin, nous avons des personnes qui sauront très bien vous expliquer ça. Donc, j'ai Alain Mille, donc, qui est chercheur et professeur en informatique. J'ai Françoise Prouvoyeur, qui est mappeuse. On dit ça comme ça. J'ai Morgane Besselièvre qui, elle, va s'occuper, c'est un peu la chargée de développement du Festival 2015, c'est ça? Tu nous en diras plus pendant l'interview. Et j'ai Alain Ruet qui est également mappeur, qui est parmi nous. Donc ils nous expliqueront, Françoise et Alain nous expliqueront plus précisément ce qu'est un mappeur. Voilà, donc on va attaquer peut-être avec Alain cette émission. Donc Alain, est-ce que tu peux te présenter Oui, voilà, parce que je suis professeur, certes, mais ici je suis surtout comme animateur du festival qui s'appelle Le Temps des Communs, ouais. Donc, qui était du 5 au 18 octobre, qui va vers la fin, qui a rassemblé presque 70 événements sur Rhône-Alpes et une quarantaine sur Lyon, et qui a invité toutes les associations, les collectifs qui avaient travaillé autour de cette notion de commun. Donc on pourra revenir un petit peu dessus après. Et le soir, la journée, ce genre de choses. Donc c'est surtout à ce titre que je suis là ce soir. D'accord. Alors, mais le commun, qu'est-ce que c'est le commun? Alors, c'est la question qui en général est posée, à laquelle on ne peut pas répondre exactement en 3 mots. Alors, on va te donner quelques idées générales. Ouais. Le commun, c'est d'abord, c'est faire en commun. C'est parce que c'est le commun, c'est surtout le fait de faire en commun les choses. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Donc, autour d'une ressource que l'on voudrait, par exemple, protéger, ou dont on voudrait surtout protéger l'accès. Un accès qui soit libre, ouvert et pour tout le monde. Donc ce commun doit être à un moment donné organisé avec un collectif qui va se mettre d'accord sur la manière de gérer cet accès ou bien ce thème, cette liberté qu'on a à gérer ensemble. Donc les quelques propriétés, c'est l'ouverture, parce que il y a bien sûr une communauté qui va se former, mais elle est ouverte. Donc c'est dynamique. Donc n'importe qui peut alors n'importe qui, dès l'instant où là, ça fait du sens par rapport à ce commun qui est en train de se construire. D'accord. Donc on est effectivement passé progressivement de la notion de bien commun à commun tout court. Le commun rassemblant plutôt l'idée vraiment de faire en commun. Le bien commun laissant supposer qu'il y a toujours un bien quelque part. Et cette notion de bien avait un petit défaut de type linguistique. On imaginait qu'il y avait forcément un objet, quelque chose de précis. Alors que par exemple la connaissance est quelque chose qui est un commun que nous devons donc protéger dans son accès, dans sa production, dans son partage. Et c'est un domaine très vaste, la connaissance, effectivement. Est-ce que tu as un autre exemple plus concret, on va dire? Voilà, plus concret. L'exemple qu'on a d'ailleurs choisi pour essayer d'illustrer plus facilement les choses, c'est le jardin partagé, qui est quelque chose qui est aujourd'hui assez bien connu donc, autour de nous. Le jardin partagé, en fait, c'est justement pas un endroit qu'on se serait réservé avec chacun de sa parcelle et puis on se met un petit peu d'accord pour comment l'arroser, quoi. C'est pas ça. C'est vraiment un tiers-lieu, ce n'est pas l'activité professionnelle, ce n'est pas la maison, c'est un endroit où les gens se retrouvent autour de cette idée de l'accès à l'activité de jardinage. Et c'est alors ça ce qui se passe, c'est souvent pas les mêmes personnes qui vont récolter que celles qui ont planté. D'accord. Il va y avoir des cuisines. C'est-à-dire que là, autour de tout ce qui est en train de planter, c'est même les technologies. Les technologies, par exemple la permaculture, qui est quelque chose où les gens se forment les uns par rapport aux autres, puisque les jardins en ville n'ont généralement pas des espaces extrêmement fertiles, bien propices à faire pousser des légumes. Donc il faut donc mettre en place des techniques assez innovantes, permettant de, quel que soit l'endroit finalement où l'on est, pouvoir faire pousser des choses en s'apprenant les uns les autres et en comprenant comment on va résoudre ces problèmes en commun pour les ouvrir. Et cette ouverture, ça veut dire que effectivement, par exemple, le jardin d'Yvonne, que je connais maintenant bien à Villeurbanne, donc pour y participer, il faut aller aux permanences. Il y a une association qui est derrière, mais l'association fonctionne habituellement selon ses statuts, bien sûr. Mais surtout, c'est le groupe qui fonctionne avec des réunions sur le jardin lui-même. Et ils ont fait leur charte, ils se retrouvent très très régulièrement. Là, c'est eux qui vont quasiment clore le festival.
en faisant une session butée pour montrer comment on faisait des buts, pour pouvoir planter des choses, même dans des situations un petit peu difficiles. D'accord. Donc, mais alors après, les domaines sont vastes. Hein. Il y a pas, ça peut être technique, ça peut être un peu entre guillemets spirituel, comme la connaissance. Ça peut être aussi professionnel ou c'est vraiment. Alors il commence à y avoir cette idée de commun peut s'exprimer aussi avec une dimension économique, avec des coopératives qui vont se mettre avec un fonctionnement qui est un fonctionnement complètement ouvert où ceux qui utilisent les produits des coopératives, ceux qui les fabriquent, ceux qui les vendent, ceux qui les spécifient deviennent un commun avec une sorte d'ouverture, même ceux qui pourraient avoir une idée de comment ça se passe, l'endroit où est l'entreprise avec son environnement, donc il y a une porosité, et à ce moment-là il y a une espèce de gestion commune, ce qui fait que les dimensions sociales, économiques, écologiques sont prises en compte, j'allais dire presque automatiquement, du simple fait qu'on considère que c'est un commun, que ce n'est plus simplement la propriété de quelqu'un qui embauche quelqu'un pour faire un produit puis le ressortir, où il aura des critères économiques particuliers qui ne lui permettront pas de prendre des décisions ouvertes sur la société ou sur l'écologie. D'accord, d'accord. Alors, on parlait d'un festival. Qu'est-ce que c'est alors que ce festival? Morgane peut-être va nous expliquer ce que c'est le festival, puisqu'elle l'a animé et elle l'anime encore. Donc, c'est un festival, mais c'est pas un festival dans le sens où on l'entend d'habitude, plutôt dans le domaine culturel avec des spectacles, des concerts. Là, c'est plutôt des associations qui travaillent sur des thématiques très diverses et auxquelles on va proposer de s'intéresser à la question du commun dans leur activité. Parce que le commun, comme Alain l'a dit, c'est un principe d'action. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de proposer à des collectifs qui travaillent sur des thématiques très différentes de s'interroger sur comment est-ce qu'ils peuvent intégrer ce principe dans leur fonctionnement. Parce qu'on peut être une association et fonctionner de manière très rigide, avec des principes hiérarchiques, etc. Et alors que c'est pas forcément la meilleure solution d'organisation, la plus robuste. Donc le festival, c'est un collectif en région, alors qui est basé à Lyon et dont l'influence étant aussi en région Rhône-Alpes, parce que pour l'instant il n'y a pas de collectif sur Grenoble ou sur Saint-Étienne. C'est en formation. Donc le collectif lyonnais qui était déjà là en 2013, parce que ce qu'on n'a pas dit c'est que c'est la seconde édition du festival. La première c'était en 2013 au niveau francophone. Et donc il y a des collectifs qui se sont formés dans différentes villes, donc Paris, Toulouse, Brest, Lyon et puis d'autres. Puis on peut dire avec un petit peu de fierté pour autopromotion que Lyon c'est l'un des plus dynamiques aussi. Parce que la région s'y prête, qu'il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui existent. Et donc le collectif est là pour assurer un rôle de coordinateur, parce que le festival est autogéré. Donc les associations qui participent, qui décident d'y prendre part, c'est eux qui créent leurs événements. Ils peuvent, s'ils ont les ressources logistiques nécessaires, le temps, les bénévoles, etc., l'organiser chez eux dans leurs locaux, s'ils en ont. Sinon, nous, on est là pour leur proposer une aide méthodologique, éventuellement, et logistique, si besoin, en les mettant en relation avec des structures avec lesquelles on est en partenariat ou en contact régulier, comme des centres sociaux, des MJC. Parce que là, le collectif lyonnais, pour cette année 2015, est hébergé par la MJC Bon Plaisir, donc qui est dans le 8e arrondissement de Lyon. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou sur le chat? Sur le chat, oui, on nous demande est-ce qu'un centre social est considéré comme un bien commun? Alors ça, comme un commun. Eh bien, c'est possible. Ce n'est pas automatique. Ça dépend comment ce centre social a décidé de fonctionner avec son environnement. C'est-à-dire que si dans le centre social est totalement ouvert, ce qui est le cas de beaucoup de centres sociaux, mais pas forcément. On peut, parfois, par souci de professionnalisation, on peut parfois se fermer de ce type-là. Donc parfois, parce que ça a un coût de travailler en commun. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a la prise en compte d'avis très divers, avec des sensibilités ou des sensibilités très différentes, selon que l'on est à côté du centre social, qu'on va pouvoir en profiter directement, qu'on inscrit son enfant, ou bien qu'on profite d'un service, ou bien qu'on va participer soi-même à l'animation du centre social. Tout ce monde peut en fait constituer un commun. Si ce commun est dans le fonctionnement lui-même du centre social, il est prévu qu'il fonctionne en tant que tel, pas uniquement formellement avec une AG de temps en temps, pour pouvoir faire avec un fonctionnement d'ouverture et de discussion, avec des
des rendez-vous, comme vous le faites ici d'ailleurs, manifestement. Je crois que le centre social ici n'est pas loin d'être un commun. Je n'ai pas fait passer l'examen, mais à mon avis, le certificat pourrait être donné peut-être assez facilement. D'accord. Une question dans le public? Non, pas de question. Alors on continue. Alors, et le festival finalement, en termes de retombées, on dit que c'est la deuxième. Vous dites que c'est la deuxième année. En termes de retombées, enfin, comment ça se mesure, comment ça se quantifie, qu'est-ce que... Alors, je peux peut-être dire aussi moi d'où je viens parce que oui, vas-y, du coup, je suis pas la personne qui a le plus de recul parce que donc je suis en... Alors Alain et Françoise sont des militants des Commons depuis déjà peut-être un petit bout de temps. Moi je suis arrivée là-dedans il y a à peine 6 mois parce que j'effectue mon stage de fin d'études justement à la MJC Mon Plaisir. Je suis en cursus à Sciences Po Bordeaux et donc je fais mon stage de fin d'études en tant que co-coordinatrice du festival. Et moi je sais que c'est une notion que j'ai eu du mal à... Bon, c'est pas facile de rentrer dedans forcément quand on vient pas trop de ce milieu-là, mais ça se fait assez facilement quand même parce qu'il y a des gens qui sont là pour vous expliquer, pour vous dire c'est quoi, etc. Alors, les indicateurs de comment ça fonctionne, moi je trouve qu'il y a 2 ans, il y avait 25 événements qui avaient été programmés. Alors c'était la première fois on l'organisait, mais il y avait déjà un collectif assez vivant. Déjà Françoise était déjà là, donc on avait organisé ce genre de choses et on était déjà très contents avec 25. Cette année, sur Rhône-Alpes, c'est presque 70. Ah oui, quand même. Donc, et sur Lyon, c'est 40. Et donc, avec des événements qui se sont aussi ouverts en spectre. Et aussi avec des poids lourds. Quand Alternativa vient dans le festival, c'est un poids lourd de ce type-là. Donc, OpenStreetMap a organisé plusieurs événements de ce type-là. Ils auront l'occasion d'en parler après. Et c'est aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'évidence qui se met en place dans un certain nombre de collectifs sur l'importance de commencer à échanger sur ces valeurs communes, on les appelait comme ça, qui sont partagées par tous ces groupes qui ont donné. Pourquoi est-ce qu'ils font des communs? La question qui a été posée là sur le social, est-ce que c'est un commun? C'est une bonne question. Donc quelles sont les valeurs, quelles sont les bonnes façons de s'organiser pour que l'on puisse à peu près être certain que le caractère commun va être gardé. Et ce n'est pas évident. Et aujourd'hui, on doit se former parce qu'on invente ces communs en marchant. C'est pas sur les étagères en train de dire voilà, il faut faire ça, ça et ça. Non, il y a autant de communs qu'il y a quasiment de structures qui le font, mais avec les mêmes idées générales, cette espèce de générosité, d'ouverture et de sens des autres qui est en train de se développer. Donc là, je crois que c'est une espèce d'enthousiasme. Moi, j'ai participé, par exemple, à un événement à la Maison pour tous avec la Paillasse, qui est une structure de jeunes qui essayent de faire le lien entre la science et puis donc tout le grand public. Et c'était beaucoup de jeunes, il y avait 70 personnes, tu étais aussi à Mangane, je sais pas. Et d'abord il y avait une jeunesse, rien que ça, c'est déjà pas mal, parce que ça bouge. C'est énorme. Et puis alors une espèce de générosité et comment dire de rigueur, pour essayer de ne pas faire des choses en étant récupéré, en essayant d'aller jusqu'au bout, en prenant des risques. Ces jeunes, beaucoup prenaient des risques. Et pour moi, ce sont des entrepreneurs du commun, quoi. Et puis c'était des gens qui venaient de milieux quand même très différents. Il y avait des gens issus de l'assurance, des milieux bancaires, ouais, ce que j'allais des dire, gens qui avaient fait des écoles de design, des écoles d'architecture, des écoles d'ingénieurs, des jeunes avec ces formations-là. Et qui ont décidé à un moment de faire un... Moi, ça m'a impressionné aussi, souvent c'était plus des gens entre 25-30 ans. Je suis un peu plus jeune encore, mais des gens qui ont fait ces choix de vie-là alors qu'ils avaient ces études, ces formations-là derrière, quoi. Oui. Mais après, c'est une philosophie, je pense. Je crois que c'est agréable de faire un commun aussi. Voilà. C'est-à-dire, en fait, faire commun, c'est pas pénible. C'est plutôt une expérience intéressante. Ouais. C'est parce qu'il y a une espèce de co-construction qui fait qu'à un moment donné, il y a des valorisations et qui sont aussi bien individuelles que collectives. On pense souvent qu'on fait commun, l'individu doit disparaître. Non. L'individu doit se réaliser et c'est la réalisation des individus qui fait que le commun va être d'autant plus intéressant. Ouais, c'est clair. Je crois qu'il y a une question dans le public. Oui, j'ai une question. C'est très intéressant comme initiative parce que moi j'ai le sentiment qu'on était dans une société de plus en plus individualiste et finalement c'est très réconfortant d'entendre qu'il y a une espèce d'émulation collective par rapport à ces actions. Maintenant, la question que je voulais poser, c'est quel accueil vous avez de la part des collectivités? Je relis ça à l'exemple du jardin potager. Quel accueil vous avez par rapport à toutes les collectivités avec lesquelles vous travaillez, parce que vous êtes obligatoirement obligé de les solliciter pour investir l'espace urbain? Alors,
Je sais qu'en 2013, ça s'était fait un petit peu... Enfin, il n'y avait pas eu beaucoup de relations peut-être avec les... On n'avait pas cherché spécialement. Voilà, vous n'avez pas cherché spécialement. Et cette année, on a des financements de la région Rhône-Alpes et on aura une subvention du Grand Lyon aussi. Et ce qu'on remarque, donc, c'est que les liens se font beaucoup de personne à personne. En fait, c'est des personnes au sein de ces collectivités-là qui partagent plus ou moins ces idées et qui vont être des personnes relais pour pouvoir après faire passer des initiatives. Ouais, donc là, je sais que... Ce sont des vice-présidents, voilà, plutôt des Verts, hein, plutôt des Verts, on peut le dire, des électeurs de LV qui ont porté ces projets et avec une bonne conduite. C'est-à-dire que c'était pas maintenant il va falloir que on puisse s'approprier ce festival en mettant notre logo, on viendra à chaque truc. Non, on les a pas spécialement vus. Ils ont souhaité être là comme étant des facilitateurs de ce type d'émergence. Et moi, j'ai bien apprécié ça. Ce que je trouve aussi dans votre projet, c'est qu'il y a aussi, vous parliez des mentions économiques, sociales. Effectivement, on est en plein dedans. Vous parliez des associations. Peut-être plus tard, on aura l'occasion d'en reparler, parce que je travaille dans le domaine associatif. Je trouve ça vraiment très intéressant, parce qu'il y a une part de création. Une part de création et d'innovation. Donc l'innovation, c'est très bien que ça peut avoir des retombées économiques selon le type de projet qui est mis en place. Donc je trouve ça très novateur, très intéressant et vraiment extraordinaire. Alors, ok. Il y a une question sur le chat, je crois. Qui revient donc sur le festival, qui est la suivante. Est-ce que les politiques sont au fait de ce festival? Quelle portée cela peut avoir sur les politiques? Alors, donc on va dire oui, hein, puisque cette année, il y a 1 an à peu près qu'on a commencé l'organisation, parce que pour obtenir des supports, il faut faire des documents, des dossiers. Donc on a rencontré des élus, aussi bien donc à la région qu'au Grand Lyon, et on a rencontré une certaine écoute de ce type-là, parce qu'il y avait aussi une certaine volonté de faire un petit peu du participatif, du citoyen. Donc, les mots-clés citoyens, participatifs sont dans le vocabulaire des politiques aujourd'hui. C'est clair. Sauf que, bien entendu, lorsque c'est participatif, ça revient à faire une consultation de loin en loin pour savoir si un projet déjà pensé sans les citoyens est bon ou pas. C'est pas vraiment un commun. Donc là, à la limite, c'était une espèce de découverte un peu expérimentale. Donc on a eu un élu quand même qui est venu donc le 10 là, donc à l'école d'architecture. Il y avait une journée transversale importante, plutôt avec des conférences, des tables rondes, des ateliers avec des spécialistes, un petit peu des architectes, c'était sur les territoires, c'était l'école d'architecture. Donc là, il y avait donc un élu qui a dit, mais là j'ai appris beaucoup de choses. C'est qu'en fait, c'est comme s'il y avait une découverte quelque part, qu'il y avait une énergie qui se dégage de ces initiatives, qui pourrait être une alternative à un mode de fonctionnement qui est un fonctionnement un peu de délégation, quoi. C'est-à-dire que lorsqu'on vote, on va demander à quelqu'un de nous représenter, puis il va nous oublier, on va peut-être un peu l'oublier aussi, pendant 4 ans ou 5 ans. Alors que là, il y a une exigence de la délégation, une délégation de discussion, d'information, de bien comprendre ce qui se passe, mais la décision, elle doit revenir à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, et c'est là où il faut inventer. Et l'innovation, donc pour pouvoir faire de la décision citoyenne, c'est vraiment une question difficile, parce que ça n'est pas habituel. Et donc les moyens du numérique, par exemple, sont utilisés pour faire ce genre de choses. Bien sûr. Oui. Mais il faut aller jusqu'au bout. Donc il faut inventer des choses qui soient à la fois efficaces et qui soient effectivement communs, quoi. Oui, puis qui fassent avancer les choses. Une autre question sur le chat? Qui est toujours à la même problématique. Faut-il que les communs s'invitent au Parlement européen à Bruxelles? Alors c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure un petit peu, peut-être en passant, c'est un festival francophone. Donc il y a quand même 7 pays qui sont dans ce festival. Et c'est vrai que ce festival qui prend son importance, donc peut être aussi l'endroit dans lequel on peut commencer à discuter d'un certain nombre de principes autour du vivre ensemble qui peuvent être donnés. Donc je sais qu'au dernier festival, on avait fait un certain nombre de propositions pour les municipales. Cette fois-ci, on se pose la question de savoir si on peut faire un certain nombre de propositions pour les régionales.
Alors peut-être bien qu'avec aussi, si on faisait au niveau de la francophonie ou au niveau européen, si c'est un festival international, on pourrait faire des propositions au niveau européen. On n'en est pas là, mais je trouve que la dynamique est intéressante. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, le public peut-être veut réagir? Non, personne. D'accord. Alors finalement, quelle suite, pensez-vous donner après à tout ça, puisque ça a l'air d'évoluer, ça a l'air de... Alors la suite, elle va être donnée déjà par chaque collectif. Chaque collectif, il s'est inscrit dans le festival, mais lui, il continue, quoi. Donc je sais pas. Par exemple, je sais pas, on pourrait demander à Françoise de nous dire un petit peu, de témoigner comment cette inscription dans le festival de Commun éclaire et permet de voir une suite pour le travail d'OpenStreetMap. Déjà parce qu'on a participé. Déjà, on a participé à la journée du Lys. Donc, on est connu, on est un peu mieux connu. Vous voyez, vous nous invitez, on va peut-être se faire connaître. On va faire un événement à la Maison pour tous, une carte au parti, donc on sera connu. Et justement, on est à ce moment-là dans les collectifs qui participent. Donc, on connaît d'autres collectifs et on connaît notre collectif à nous. Donc, déjà, ça c'est très positif. D'accord. Donc, on parle d'OpenStreetMap. Alors, vous êtes venus tous les deux donc, pour nous en parler. Est-ce qu'à la limite, tu peux rejoindre la table, switcher avec un des deux ou... Parce que, finalement, Mapper, ça ne parle peut-être pas beaucoup de personnes. Donc, oui, voilà, on va déjà expliquer ce qu'est un Mapper. Donc voilà, Alain, merci de nous rejoindre. Voilà, donc expliquez-nous en 2 mots ce qu'est un Mapper. Alors, on dit Mapper parce que c'est OpenStreetMap. Donc entre nous, on s'appelle Mapper, mais en fait, on est un collectif, OpenStreetMap, qui n'est pas encore très connu peut-être en France. Alors, c'est international. Quand on veut faire, disons, raccourci, OpenStreetMap, c'est le Wikipédia de la carte. Dans ce sens qu'on fait une carte internationale. C'est la carte très détaillée. C'est une base de données qui renseigne des objets géolocalisés, comme des monuments, comme des stations de métro, comme vous voyez. Bon. Mais avec Wikipédia, on a le même fondement au niveau de l'organisation et au niveau justement du commun qui est créé. Donc c'est collaboratif. Donc OpenStreetMap, on peut dire que c'est un commun qui est créé de façon commune, de façon typiquement comme un commun. Donc OpenStreetMap Wikipédia est un peu plus vieux, mais OpenStreetMap c'est 10 ans. Ça a commencé il y a 10 ans. Donc ça a commencé d'un besoin d'un étudiant anglais qui avait envie d'une carte qu'il puisse utiliser sans payer, qu'il puisse s'en servir, il était en vélo, et qu'il puisse améliorer et partager avec d'autres. Donc il a fait des relevés des tracés avec son GPS en vélo et c'est commencé comme ça. En 2013, il y avait à peu près 1 million de contributeurs et maintenant la carte est assez bien renseignée. Alors on part d'une carte et cette carte est renseignée par des gens qui s'inscrivent en tant que contributeurs. Alors nous, on se connaît parce qu'à Lyon, on a fait une communauté, on se réunit tous les mois, on travaille, on fait des ateliers, on répond à des cartes au parti, etc. Mais il y a plein de contributeurs qu'on ne voit jamais, qui ne se réunissent pas du tout. C'est, vous voyez, dans le même sens que Wikipédia. Ça se fait en ligne Ça se fait en ligne, ils s'inscrivent, ils contribuent, voilà. Et c'est donc une façon de travailler, de créer un produit qui est un peu, disons, original, surtout pour des Français, en quelque sorte. Donc il n'y a pas de chef, il n'y a pas non plus disons, d'organisation, il n'y a pas de personnes payées, de salariés en France. Il y a simplement une association. Donc ce dont on a besoin, c'est effectivement des gens qui travaillent, qui ont envie de renseigner pour différentes raisons. Ensuite, on a besoin de déposer ce produit quelque part.
Donc on a de l'espace serveur, des serveurs qui sont en France déposés, qui sont hébergés par la Fondation Free, qui sont par exemple ici chez Epitech, à Lyon, etc., à différents endroits. Et comme ça fonctionne au niveau numérique et au niveau informatique, eh bien ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Alors donc OpenStreetMap est quand même maintenant devenu un outil, un produit très intéressant et puis partagé. Par exemple, quand il y a eu le tremblement de terre au Népal, tout de suite, pour se repérer, pour savoir où on était, puisque l'information est très précise, elle est faite par les gens sur place. Oui. Hein, bon. Donc, eh bien, les serveurs ont éclaté, enfin, parce qu'ils avaient besoin tout de suite de cette information pour agir. D'accord. Voilà. Mais il y a quand même un minimum de financement donc à tout ça. Alors le financement, il est très peu important. Par exemple, en France, il y a une association qui a à peu près 100 000 euros hein, de fonctionnement. C'est simplement pour disons pour les choses, pour faire par exemple la réunion annuelle, oui, voilà, hein, de State of the Map. Il y a une réunion internationale aussi. Il y a une fondation en 2006, une fondation OpenStreetMap s'est créée, mais contrairement à Wikipédia, ça fonctionne avec peu d'argent. Il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup d'argent. Hein. Donc ce n'est pas le principe. Bon, ici c'est une association de droit public, donc qui était reconnue d'utilité publique. Donc voilà, mais on fonctionne aussi, si vous voulez, comme Wikipédia, sur la base d'un wiki. C'est-à-dire toute l'information entre les personnes, les guides pour savoir ce qu'il faut faire, l'information qu'on peut se donner les uns aux autres, fonctionne sur un wiki. Donc c'est le même principe. D'accord, très bien. Alain, est-ce que tu as quelque chose à dire, à ajouter? Oui, je voudrais souligner, on parle de mappeurs et de cartes, mais souvent les gens pensent que ça s'arrête à cette notion de carte et limite ils ont en tête l'esprit papier. C'est surtout avant tout de la donnée, c'est-à-dire que ça peut être exploité sous forme de carte, sachant que la carte elle peut avoir différentes représentations, parce que pour une même donnée qu'on a relevée sur le terrain, on peut représenter la carte en fonction de différents objectifs. Donc il y a des cartes qui sont orientées pour les cyclistes, d'autres cartes qui sont orientées par exemple pour les personnes souffrant de handicap. On peut exploiter la carte de différentes manières. On peut très bien exploiter les données sans même utiliser de carte. D'accord. Sur le même lieu, sur la même information, plusieurs interprétations, représentations. Bien sûr. D'accord. Et on parlait tout à l'heure par exemple d'utilisation éventuellement socio-économique. On peut très bien, puisque les données sont libres, elles sont aussi disponibles pour les entreprises. Une entreprise peut par exemple croiser ces données avec les données de la carte pour identifier un certain nombre de données qui sont pertinentes pour elle, pour son activité, et sans même que ce soit relié à un aspect de représentation cartographique. D'accord. Oui, donc finalement, ça prend tout son sens. C'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est accessible. Oui. Et chacun peut aussi faire sa carte. Et amener sa contribution au projet, donc le faire évoluer. Faire sa carte, c'est-à-dire que ce que Alain vient de dire est intéressant. Donc, effectivement, c'est une base de données. Et ça, c'est maintenant ce qu'on voudrait vraiment passer dans le public. C'est-à-dire que la carte a 10 ans, donc maintenant elle existe. Ouais. Et à partir de cette existence, l'Internet c'est souvent des phases de 10 ans, maintenant on peut passer à un autre mode, qui est un mode où les gens peuvent... Alors les gens, ça peut être des administrations, ça peut être des entreprises, ça peut être des particuliers. La carte est utilisable, mais elle n'est pas appropriable, puisqu'elle est sur une licence ouverte. Et on peut faire sa propre carte. Il y a maintenant un développement avec la carte. Les gens ont développé des logiciels. Donc des logiciels de rendu de cartes, des logiciels aussi pour contribuer plus facilement. Mais il y a un logiciel par exemple qui s'appelle UMAP, qui est en ligne, et qui que ce soit peut très bien faire sa propre carte. On prend par exemple un exemple, il y a des gens qui font toutes les tombes du Père-Lachaise. Donc quand vous vous baladez au Père-Lachaise, vous pouvez aller voir sur votre portable les tombes des gens connus.
Vous voyez, voilà, ce sont des possibilités maintenant plus enrichies. Et disons que là, on a au niveau international un outil qui est très puissant. Et là, maintenant, on peut penser que, par exemple, OpenStreetMap est un bon exemple de commun, parce que, comme le voyait Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie, justement parce qu'elle a théorisé ces communs au point de vue économique, c'est-à-dire que OpenStreetMap, la carte, la base de données, est reprise à la fois par des institutions. On fait en France la base de données des adresses normalisées avec l'IGN et la Poste. On peut reprendre aussi dans des villes. La ville d'Orange utilise la carte OpenStreetMap, mais aussi ça peut être des entreprises. Il y a par exemple Foursquare aux États-Unis, qui est une entreprise de géolocalisation et de publicité, qui utilise et qui prend OpenStreetMap. Et disons, dans l'avenir, par exemple, on peut voir que les voitures autonomes, qui vont se développer, là, on voyait récemment le rachat de HERE, qui faisait partie c'est un système GPS de Nokia, a été repris par BMW et les constructeurs allemands. Et on voit très bien que là, il y a un outsider qui est libre, c'est OpenStreetMap. Donc là, voilà, on est ce commun qui fonctionne toujours comme un commun, qui ne dépend que de la bonne volonté des gens pour l'enrichir et le maintenir, est au niveau économique à un rang élevé et Bien sûr. Très utile. Bien sûr. Une question? Qui a eu l'idée du concept au départ? Est-ce que c'est un concept importé ou créé par vous en France? C'est un étudiant anglais de l'université de Londres. Bon, il a trouvé que voilà, ça part d'une idée, puis c'est repris après. Est-ce que c'est lui qui a propagé ce concept? Enfin, oui, il a été copié. Est-ce que ça, je fais référence à la réunion d'Otsu? Est-ce qu'il a protégé verrouillé la chose, ou est-ce que ça s'est répandu comme ça? Ça s'est développé, c'est-à-dire que c'est souvent dans des communautés, dans des communautés geeks, disons, des communautés qui, par exemple, sont des communautés du libre. Vous voyez? Donc là, ça commence, et puis d'autres voient que le projet est intéressant, donc ils le développent. Et très vite, ça s'est développé, par exemple aux Pays-Bas, où ils ont récupéré, les Hollandais ont récupéré une base de tracés, de cartes déjà sur lesquelles ils pouvaient retravailler. Nous, par exemple, on travaille avec le cadastre. Donc, on a eu cette possibilité parce que, par ailleurs, on fournit aussi la base d'adresse. Bon. Et on utilise, par exemple, des données satellites. Par exemple pour montagne, pour voir, vous voyez. Donc, il y a des possibilités d'utiliser de l'open data, des données ouvertes qui sont données gratuitement par, disons, des organismes publics ou privés. Et quel retour, enfin, je sais bien qu'on ne fait pas ça, c'est gratuit, mais bon, quelque part, à un moment donné, ça fait aussi partie d'une démarche des communs, d'avoir aussi du retour par rapport à ça. Ça peut être une aide financière, ça peut être, je ne sais pas moi. Est-ce que vous avez du retour? Je pense que des actions, sans dire qu'elles soient obligatoires, mais du retour spontané, qui participe du même coup à un plus grand collectif. Oui, alors, tout à l'heure, il avait été évoqué la question de savoir comment les administrations pouvaient se positionner par rapport à un exemple tout simple et très local, c'est que le Grand Lyon, par exemple, met beaucoup de ces données à disposition et sont utilisées pour enrichir, entre autres, la carte OpenStreetMap, c'est-à-dire les rendre sous une forme qui est exploitable par le plus grand nombre, parce que c'est pas tout le monde qui va peut-être aller se connecter sur les serveurs du Grand Lyon et extraire certaines données. Mais ces données, quand elles sont intégrées de la manière adéquate pour être intégrées dans la base OpenStreetMap, permettent de faire des rendus de cartes, par exemple, pour les promeneurs, où ils ont un rendu très proche de la réalité, où on voit les arbres qui ont été plantés, par exemple, puisqu'on a récupéré tous les arbres d'alignement, et c'était des données qui étaient mises à disposition par le Grand Lyon. D'accord. Il y a des échanges qui sont possibles donc avec les administrations, avec les entreprises. Clermont-Ferrand, la carte Michelin de Clermont-Ferrand s'appuie
sur des données OpenStreetMap, et il y a eu un échange en ce sens que Michelin a mis à la disposition de la communauté ses ressources pour enrichir ce qui pouvait être incomplet au moment où ils ont choisi de s'appuyer sur la base d'OpenStreetMap. S'ils ont identifié des zones qui étaient peut-être un petit peu moins bien cartographiées ou un certain type de données qui manquaient, ils ont complété la base OpenStreetMap et ça leur a permis de produire une carte de Clermont-Ferrand qui est d'excellente qualité. D'accord. Une question sur le chat. Alors d'abord, il y aurait 2 questions, mais d'abord une petite info. Donc il y aurait 94 personnes sur le site. Oh, c'est bien ça. Petite info. Alors on me demande, peut-on savoir quelles initiatives aller voir sur la fin de la semaine dans le cadre du festival. Et après on me demande aussi comment pratiquer pour changer, pour faire évoluer les cartes. Alors, à Lyon, notamment. on va répondre tout de suite sur la question de la fin du festival et des événements qui restent. Alors c'est assez facile. Hein. Pour ce qui concerne la région Rhône-Alpes, il suffit d'aller sur le site qui s'appelle Lyon, donc .tempsdescommuns.org, pour avoir le programme directement. Donc il y a un compteur, il y a de moins en moins d'événements. Pardon ? Oui, bien sûr, oui. On me souffle qu'il ne faut surtout pas que j'oublie de parler il y a un événement qui est programmé le 17 octobre à la MJC Montplaisir, qui est un événement transversal qu'on a appelé les ateliers des communs. Les ateliers au sens, on va construire des communs en une journée sur des thèmes qui sont ceux qui sont apportés par les personnes qui viennent. Ils disent, mais cette idée de commun me semble intéressante, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, quoi ? Comment on doit s'organiser, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc on va faire ça sous une forme assez ambitieuse, puisque le matin on a avec ces idées, on fait des groupes en gardant 2-3 idées selon le nombre de personnes qui seront présentes. Les groupes de travail vont se mettre ensemble, vont essayer d'élaborer le plus loin possible les principes généraux, qu'est-ce qu'ils veulent en faire et pourquoi c'est à commun, etc. Et puis l'après-midi on retravaille sur le sujet en essayant d'aborder tous des problèmes économiques, juridiques, de propriété, pour pouvoir dire toutes les questions difficiles, quoi. Et pour qu'enfin, on présente à tout le monde, le commun, voilà, il pourrait être comme ça. Alors évidemment, on va faire des impasses, mais en tous les cas, si notre espoir, c'est qu'il y aurait quelques communs qui peut-être vont se créer à cette époque, à ce moment-là. Qui vont émerger de tout ça. Voilà, et du coup, c'est gratuit, on mange en commun le midi, ce type-là. On a utilisé les quelques financements que nous avions pour pouvoir faciliter l'accueil. Les enfants sont accueillis, les tout petits, comme les plus grands. Pour les plus grands, ils auront même un atelier de fabrication avec un des collectifs qui s'appelle le LOL, Laboratoire Ouvert de Lyon, qui est un laboratoire pour les petits et les grands, de 7 à 77 ans, on va dire, pour faire de l'électronique amusante. Et ils vont faire du dessin interactif et de la musique avec un crayon sur un papier. Pour ceux qui connaissent, c'est assez étonnant. D'accord, donc ça vaut le coup de venir voir. Ah, il faut venir le 17, oui, bien sûr. C'est pas le 17 à 9h, à la MJC Montplaisir, vous arrivez, vous serez accueillis et vous pourrez enfin créer le commun. Je me permets de dire quelque chose sur le 17, c'est très important ce que tu organises le 17 à la MJC, parce que quand on a arrêté le festival des communs de la ville en bien commun il y a 2 ans, c'était un peu dommage. Parce qu'en fait, des gens avaient déjà envie, on s'est rendu compte de ça, avaient envie déjà de faire commun, de continuer. Et c'était très présent à Lyon. Communs, quoi. Voilà. Donc là, on espère bien que effectivement, on continuera, que en tout cas, il y aura un réseau. Voilà, les 85 personnes qui sont en ligne là sont invitées. Inscrivez-vous, parce qu'il faut qu'on prévoie le repas. Donc en fait, si on veut vous rejoindre, alors concrètement, pas forcément pour cette journée, mais alors vous allez sur le site, vous avez le programme, il y a chaque fois qu'il y a un événement, vous cliquez dessus, en général il y a un petit système pour s'inscrire, ou bien vous vous présentez à l'événement quand ça arrive. D'accord. Il y a Morgane qui peut-être peut préciser. Vas-y Morgane, vas-y. Ça c'est pour les événements, mais peut-être que tu parlais de rejoindre le collectif. Dans la globalité, voilà. Ah oui, aussi, voilà. Parce que là, on est quoi ? On est 5 personnes à peu près en permanence. Le collectif de collectif est animé par 5 personnes. Voilà, d'accord. Voilà. Alors si je veux être la 6e personne. Qui coordonne le festival. Donc voilà, donc il y a Alain, Claire, une autre personne, Vincent, Mabillon, moi. Intel, il y a Charlène aussi qui était partie. On était 2 stagiaires sur cette année-là. Et donc on organise tous les mois une réunion
de l'intercollectif, D'accord. où on essaie de rassembler un peu, il y a l'équipe d'organisation et il y a tous les collectifs qui ont participé, qui souhaitent participer, il y a des gens qui se posent des questions. Là, cette année on avait des nouveaux venus à peu près tous les mois, des personnes qui viennent une fois pour voir, puis qui repartent, puis qui ne reviennent pas forcément, etc. D'accord. Et après sinon on a une réunion d'équipe hebdomadaire, donc pour ça... En fait, il suffit de téléphoner, parce que maintenant on a un numéro de téléphone à la MJC, ou bien d'écrire, et puis voilà, vous arrivez à la prochaine réunion. Et éventuellement d'avoir une bonne idée, quoi. Une idée de commun, et on peut accompagner. Donc la question se pose de savoir comment est-ce qu'on va, effectivement, entre deux festivals, essayer de cultiver cette idée pour que ces valeurs de commun soient un peu plus encore partagées par un certain nombre de collectifs et que ça devienne quelque chose qui soit structurant pour des choses qui se montent. Oui, bien sûr. Il y a un peu des choses et que ça rend dans la société, aussi bien au niveau économique que politique que juridique. D'accord. Et ça a l'avantage aussi de rassembler des compétences pluridisciplinaires. Ça, Puisque vous évoquez les aspects juridiques, spectre. etc. Oui. Vous puisez dans cette ressource, quoi. Oui, c'est tout à fait. C'est clair. Alors, on pourrait parler pendant des heures, mais là, on va pas tarder à arriver à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez encore quelque chose de particulier à dire? Est-ce qu'il y a une question, le chat? J'aurais 2 points à souligner qui vont peut-être aussi éclaircir un peu par rapport au sens d'OpenStreetMap. Une question qui n'a pas été posée ce soir, on est presque étonnant tellement elle est récurrente quand on est sur des salons, par exemple, comme Primaire ou des choses comme ça. C'est, mais pourquoi faire ça, puisqu'il y a un géant de l'Internet bien connu qui fournit une carte qui est, paraît-il, formidable, et elle est gratuite, cette carte, et donc, mais pourquoi vous faites ça? Et puis, alors on dit, déjà là, on peut nous l'enrichir, la corriger, on dit, mais si, celle-ci aussi, on peut apporter des corrections. Alors oui, on peut apporter des corrections dans une certaine mesure. Et c'est ça le point important, c'est dans une certaine mesure, c'est qu'on pourra apporter les corrections et l'enrichir uniquement de ce qui intéresse ce géant bien connu, qui en général, ça va être les points qui peuvent être monnayables derrière. Or, il n'y a pas de limite en fait à ce qu'on peut mettre dans la base de données OpenStreetMap du moment que ça correspond à une réalité du terrain et que ça peut présenter un intérêt pour quelqu'un. Donc par exemple, c'est pour ça que je vais donner un exemple tout simple. Les cyclotouristes sont très fans de la carte OpenStreetMap parce qu'on y trouve par exemple tous les points d'eau et les endroits comme les toilettes. Oui, ça paraît banal, ça peut avoir son importance. Mais le jeu en question, il n'en a pas grand chose à faire parce que c'est pas très monnayable. Or, avec OpenStreetMap, vous avez la carte par exemple sur votre téléphone avec un logiciel gratuit et libre lui aussi. Vous n'avez pas besoin de connexion internet, on peut avoir la carte de manière complètement locale. Et vous cherchez autour de vous et vous trouvez par exemple le point d'eau le plus proche. Donc voilà, ça c'est déjà pour répondre à cette question qui revient assez souvent. Pourquoi faire ça alors qu'il existe déjà des choses? C'est que là on peut en faire totalement ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. Ouais. Le deuxième point, c'est sur l'enrichissement mutuel des communs. Tout à l'heure, Françoise a parlé de Wikipédia en disant que OpenStreetMap était un peu sommairement comme le Wikipédia de la cartographie. Eh bien les deux collaborent très bien, c'est-à-dire que OpenStreetMap est la carte par défaut de Wikipédia, c'est-à-dire quand Wikipédia a un article par exemple sur une commune ou quelques lieux que ce soit, la carte par défaut renvoie sur OpenStreetMap. Ah oui. Et réciproquement, OpenStreetMap, on stocke aussi souvent que possible pour un lieu, pour un monument, pour ça peut être quelque chose de naturel, comme une fontaine connue, une chute, il y a des chutes dans le secteur qui sont très belles et qui font l'objet d'un article Wikipédia, eh bien on a des liens privilégiés qui renvoient sur Wikipédia. Donc il y a effectivement un échange entre ces communs et qu'il faut qu'ils se renforcent. Une complémentarité finalement. Une complémentarité, tout à fait. Je voudrais insister sur le caractère robuste de ces systèmes communs. Parce que comme il y a une organisation collective où chacun a l'intérêt que tout fonctionne pour lui et pour d'autres et de ce type-là, la robustesse, elle est vraiment très grande. Bien sûr. Et je vais donc vous raconter une petite histoire par rapport justement à OpenStreetMap qui est assez extraordinaire. C'est en fait, tous ceux qui sont ici peuvent aller dessus pour être contributeurs sans être un champion du GPS. Hein. Vous êtes dans votre quartier, vous voyez qu'à un moment donné, tiens, non, mais là, c'est pas l'impasse, maintenant ça passe. On peut mettre un commentaire. Et ce commentaire, c'est vraiment un bouton droit, rajouter un commentaire.
Et si vous avez un compte, vous allez voir quelqu'un qui va vous répondre en disant mais oui mais on l'a mis comme ça et de ce type-là. Donc du coup vous allez rentrer dans la communauté. Alors certes vous ne venez pas aux réunions, mais vous êtes en discussion avec une communauté, vous n'allez pas être tout seul. Oui, c'est un peu comme du coup tout de suite vous vous sentez co-constructeur quoi. Même petit. Je fais partie et puis et il y a certains commentaires, il y a une discussion parce qu'ils sont pas trop d'accord en disant attends mais on peut pas dire ça parce que machin, je sais pas quoi. Et après, parfois il y a quelqu'un d'un peu plus expérimenté qui dit bon alors dans ce cas-là on pourrait faire ceci, il y a un arbitrage, une modération. C'est très intéressant, c'est un lieu de discussion. Par contre, justement, une question qui me frôle l'esprit comme ça, mais moi par exemple, je suis dans la grande rue à Saint-Priest et puis je décide de faire une blague entre guillemets, je veux dire la grande rue est à double sens. Est-ce qu'il y a un contrôle? Ou alors c'est des choses qui ne se font pas? C'est ce que je viens de raconter, c'est immédiatement quelqu'un qui ira dans la grande rue qui dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais pas du tout. Mais voilà, il peut quand même. Vous avez, c'est éditable. Mais l'info, je veux dire, elle peut être mise en direct. Il y a un contrôle préalable. Non, il y a par qui? Oui, c'est ça, c'est ce que je me demandais. Donc finalement, si un petit plaisantin veut faire un truc dans ce genre-là, ça va durer le temps que quelqu'un. Ça peut quand même rester en ligne. Alors le contrôle n'est pas préalable, mais il existe. Il y a des contrôles automatiques avec des robots qui vont vérifier la cohérence et qui vont alerter effectivement parce que voilà, si par exemple tout d'un coup on se rend compte que la rue est à double sens, ça peut être incohérent par rapport à d'autres aspects des sens de circulation, des choses comme ça. Il y a des choses qui peuvent être détectées par les robots. Et de toute façon, oui, c'est toujours possible. Le vandalisme est toujours possible. Voilà, mais on s'aperçoit qu'il est très très rare. Parce que la question c'est pourquoi vandaliser sur ces choses-là. Autant c'est vrai que Wikipédia a dû développer des choses spécifiques pour se protéger, parce que par exemple quand une personne connue meurt, on sait très bien qu'il y a des gens qui vont venir peut-être essayer de modifier l'article pour en dire soit trop de bien, soit trop de mal. Bon, ils ont été obligés de se protéger, de dire qu'ils verrouillaient par exemple les articles un certain temps, etc. Parce qu'effectivement derrière ces notions-là, ils ont le problème qu'il y a des intérêts. En l'occurrence, sur la carte, elle veut rendre compte de la réalité du terrain. Oui, voilà. Et on constate très très peu de vandalisme idiot comme ça. C'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant. Le chat, je crois. Oui, on nous demande s'il y a une appli pour les téléphones portables. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs selon les systèmes et qui fonctionnent très bien. Moi, je l'utilise au quotidien. C'est mon GPS. Aussi bien pour me déplacer à pied qu'en voiture et qui me permet aussi d'enrichir la carte en même temps. D'accord. Et on peut le mettre sur le GPS Garmin aussi. Ah, sur Garmin, ça passe sur le... D'accord. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Mais sinon, donc OpenStreetMap, c'est une application qu'on peut trouver sur le téléphone. Enfin, c'est pas une application. On reste sur la notion de la base de données, mais il y a toute une nébuleuse de logiciels pour l'exploiter. Ah, pour l'exploiter. Voilà. Et qui aussi bien d'ailleurs des payantes que des gratuites ou complètement libres, puisque le libre n'interdit pas non plus des modèles économiques basés dessus. Ce dernier point est important, c'est la licence qui avait été évoquée tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dit comment on peut utiliser. Il n'y a pas de propriétaire de toutes ces informations, mais il y a des possibilités d'usage qui sont faites. Donc ces licences sont des licences qui précisent comment on peut ou pas utiliser ces données, dans quelles conditions. Et c'est aussi le mouvement des Creative Commons, que vous connaissez peut-être, qui dans son nom il y a bien des communs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on crée quelque chose, on va choisir la manière dont on pourra utiliser ce qu'on a créé. C'est ce qu'on avait évoqué déjà dans une précédente réunion, ici même. Mais ces Creative Commons sont choisis pas pour remplacer des droits d'auteur. Un droit d'auteur, ça veut dire qu'à un moment donné, à chaque fois que quelqu'un va acheter ceci ou utiliser cela, il aura dans son escarcelle quelque chose qui va tomber. Là, c'est plutôt de dire comment on peut utiliser ça en me citant. Donc, le modèle économique n'est pas le modèle économique de la rente. Le modèle économique est celui de rémunérer le travail qui a été vraiment fait. Une forme de reconnaissance. Et là, pour OpenStreetMap, le Creative Commons ne pouvait pas servir parce non, c'est une licence. Oui. Voilà, c'est une licence ODLB qui a été créée par l'Open Access Knowledge, je crois, Foundation, et que OpenStreetMap a repris parce que c'est une licence de base de données. Voilà. On peut voir les contributeurs, mais le contributeur ne possède pas ce qu'il a mis sur OpenStreetMap. C'est la base de données elle-même.
Mais il le met à disposition des autres Mais il le met à via cette disposition des licence autres. qui Voilà. contamine tout ce qu'il y a D'accord. si je peux dire. Ce qui est mis à disposition. Tu avais quelque chose sur le chat encore, Hector? Oui, alors donc, peut-on créer des sortes de chasse au trésor avec OpenStreet? Tout à fait, et il y a même Des des jeux. logiciels un peu spécialisés Jeux. dans l'exploitation de la carte pour ce qu'on appelle le géocaching. Oui. C'est quelque chose qui se développe Oui, bien beaucoup Oui, et c'est très à la mode, ce type de... Donc on se fabrique L'imagination sa est au carte avec pouvoir ces après, petits points à Quand vous trouver. avez ça Oui, oui. entre les Tout à mains. fait. Oui, après, Oui. Et effectivement. c'est là on a parlé des cartes, mais ça peut être aussi bien entendu sur bien d'autres choses, sur l'éducation Oui, oui, plus tout à fait. populaire, de ce type-là, dans lequel les connaissances sont disponibles et elles peuvent être remobilisées sous la forme de jeux ou sous la forme d'autres choses. Encore une fois, c'est la mise à disposition d'un certain nombre de choses pour que les usages puissent se développer dans des bonnes conditions et de manière commune. D'accord. Et avec les envies et les besoins de chacun. Et avec des modèles économiques très variés. Et des modèles économiques. Gens qui- Est-ce qu'il y a d'autres choses? Enfin, évidemment, il y aurait certainement beaucoup de choses à rajouter. Est-ce que vous avez un message quelconque? Alors donc le 17, Rendez-vous le 17. donc à la MJC Mon Plaisir, Rendez-vous à le 9h. 17. Voilà, Je crois que le essayez, rendez-vous est pris. vous envoyez un courriel à Morgane, ou bien vous téléphonez, ou vous passez à la MJC, enfin comme vous voulez, De toute juste façon, pour qu'on puisse prévoir des repas. De toute façon, en se Probablement. connectant sur le site, donc il y a Oui, oui. toutes les infos. Oui. tous les- Voilà. Voilà. Ouais. Et l'événement OpenStreetMap aura lieu à la Maison pour tous, à Lyon, dans le 3e. Il y aura 2 événements OpenStreetMap, un événement OpenStreetMap Lyon avec Altercarto et un événement OpenStreetMap Madagascar, parce qu'une personne de Lyon a travaillé avec Carte ONG pour créer des cartes de Madagascar, là-bas, en créant en même temps des GPS facilement utilisables. D'accord. Elle y est allée au mois d'août et donc elle présentera ce qu'elle a fait là-bas. D'accord. Donc ce sera le 17 au matin, de 9h30 à 13h30, à la Maison pour tous, dans le 3e. Juste après les croissants. Des croissants. Voilà. Et après, on ira Donc voir la suivez le création des programme. communs. Hein. Ouais, Voilà. Suivez le programme. Ouais, d'accord. Une autre question, c'est bon, Pour le l'instant, public? bon. Donc, alors, malheureusement, encore une fois, il va falloir qu'on mette un terme à l'émission. C'est vrai qu'on pourra en parler toute la nuit, je crois. On a un petit rituel maintenant à la fin de l'émission, c'est que Corinne va intervenir pour faire un dos à dos, une question en dos à dos. Donc vous allez vous mettre en configuration dos à dos. Donc elle va venir vers vous. Vas-y, Morgane, tu... On doit se lever, j'imagine. Non, ou bah si, quoi que, parce que ouais, que vous dos à êtes dos, quatre, ça ce sera sera plus plus simple. simple. Parce que quelque chose, ça va être compliqué. Ouais, très bonne idée, oui. C'est pas- Très bonne idée. Alors, on se met debout. On vire les chaises et vous mettez dos à dos là avec Corinne en étoile, allez-y. Donc elle va vous poser des questions. Vous mettez tous en dos à dos. Bon, ben, alors, on se met à dos. Voilà. Voilà. Tu le mets Vas-y avec Corinne là-bas. Morgane, il n'y a pas. Je le mets par là. En dos à dos, à côté là. Tu fermes le. Voilà. Ouais, je Alors elle ferme. va vous poser des questions et vous répondez comme ça vient. Allez-y. C'est un peu comme Vas-y, Lucas. l'émission qui a lieu Vas-y, le Lucas. week-end sur France Télévisions. présentée. Allez, on y va. Alors, si je vous dis, connaissez-vous Wikistage et qu'est-ce que c'est? En 2 ou 3 mots, s'il vous plaît. Bah, Wikistage, c'est une façon de présenter en vidéo courte sur une scène une idée, un projet, un cours, ce que l'on voudra, dans une vidéo très très courte, quelques minutes. Et cette vidéo est ensuite mise à disposition de tous, donc via une sorte de Wikipédia pour les vidéos. D'accord. Si je vous parle de la gonette, La gonette, c'est la monnaie qui est intervenue plusieurs fois dans le cadre du festival. oui. Monnaie locale de Lyon, Monnaie citoyenne. locale de Lyon, et que vous allez pouvoir retirer le 7 novembre. D'accord. Et elle fait référence à un terme qui, en patois local, justement, à Lyon. Là, je peux pas répondre, c'est à vous les Lyonnais. Là, je Pas de colle. Lyon. Tiens, faites un petit quart de tour là. Le Voilà, cercle, on ne voit tout pas à toujours les fait, mêmes personnes. voilà, Faites c'est un quart ça. de tour, allez, avance. On avance. Allez, Alain, un petit quart de tour vers moi. Voilà, allez. Tourne. Alors, les je gones. continue. Oui. Si je vous dis logiciel, OR, qu'est-ce que c'est? OR. L'eau, l'air, des logiciels, Ah oui, d'accord, qu'est-ce que d'accord. c'est?
Ah, Ah ben, ce sont effectivement des communs. Oui, ça Bien. peut être des communs. Oui, voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Je ne voyais pas fait, très c'est bien. ça. Voilà, c'est ça. L'air Oui, n'est pas d'accord. vraiment un bien. Mais... Oui, d'accord. En Oui, quelle faut- année est partie l'initiative Ville en bien commun et d'où? Alors la première ville qui s'est vraiment lancée, bravo, Oui, Brest, bravo En Morgane. 2012. en 2012. Non, c'est Morgane qui a bien répondu. 2009 et Ah, Brest. 2009. Bravo Morgane. Et pour terminer, si je vous dis MapJam. MapJam. Je crois que ce sera peut-être plus... Enfin, Alain va peut-être pouvoir non, répondre. je ne Bah, connais pas non, l'initiative, moi non plus, mais a mais priori, oui, on voit certainement. l'idée, Je me rappelle effectivement, la c'est, Oui, j'imagine, Morgane. un peu c'est comme un Zoomacom. contest de cartographie. Oui, un bœuf. En fait, on m'a dit que c'est un bœuf cartographique. Ah, d'accord. Ouais, c'est Oui, oui. ça, Voilà. Notamment. Voilà. Bon, ben, je vous remercie. Eh bien, On a bravo, direct été Voilà. Voilà, ça vous va. avez été brillant. Vous avez été Voilà, très on va brillant. rester Donc un peu reprenez dans votre l'humour, place parce vite que- fait pour. Voilà. Merci On va beaucoup. conclure l'émission donc. Alors, je vous remercie déjà d'être venu et d'avoir répondu, d'avoir très bien répondu à cette émission, d'avoir animé tout ça. On a appris beaucoup de choses. J'espère effectivement que le message a été entendu, que le 17, vous aurez beaucoup de public. Et après aussi, Pas de je public, dis, de participants. de participants, bien sûr, bien sûr. Et après, bien sûr, il ne faut pas que ça se limite non plus au 17. Je remercie le public. Je remercie comme d'habitude Lucas qui était à la technique, Hector qui était au chat, Corinne pour le dos à dos, Brigitte qui a assuré beaucoup de travail en arrière-plan, et Cyril qui bien sûr est là aussi pour nous chapeauter. Je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine émission. Merci encore à vous tous d'être là. Merci et à puis, vous. Merci à vous. je vous dis à Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.